Aujourd'hui, nous allons plonger dans les archives oubliées de l'Égypte ancienne. C'est grâce à Auguste Mariette, archéologue du XIXe siècle, que je peux vous partager cette vidéo inédite basée sur une publication de 1865. Au XIXe siècle, ce sont 5 stèles qui furent ramenées de Djebel Barkal, l'une des villes les plus importantes du royaume de Kouch, située dans l'actuel Soudan, mais que l'on appelait à l'époque Éthiopie. Ces 5 stèles permettent de comprendre comment l'histoire égyptienne fut mêlée à celle du royaume de Kouch, dont la capitale était Napata, et nous allons commencer aujourd'hui par l'une d'entre elles en reprenant les analyses et conclusions de Mariette, aidé d'un autre égyptologue que j'ai synthétisé et complété d'informations pour en permettre une meilleure et plus facile compréhension. Les égyptologues apprendront avec satisfaction, dit Auguste Mariette, que les 5 grandes stèles de Djebel Barkal sont enfin arrivées au musée de Boulak au Caire. J'avais craint pour un moment que la difficulté de faire franchir plusieurs cataractes à ces lourds monuments ne décourageât les agents chargés de leur transport et que nous fussions forcés de renoncer à l'avantage de les posséder ici. Le voyage s'est heureusement accompli sans accident et les 5 stèles sont désormais à l'abri de toute destruction. Si vous ne connaissez pas le terme de cataracte, eh bien sachez que les cataractes du Nil sont en fait des courants rapides dus à des encombrements rocheux dans le lit du fleuve et qui peuvent gêner considérablement la navigation. 2 de ces stèles sont d'un style très clair et facile à lire, mais les 3 autres exigeaient l'œil exercé d'un égyptologue. C'est mon savant collègue M. Deveria qui a bien voulu se charger de cet important travail, et c'est grâce à lui que je puis vous en envoyer une analyse succincte. Les stèles de Djebel Barkal ont cela de curieux que, bien qu'écrites en hiéroglyphes, elles ne sont pas égyptiennes, que depuis la 6e dynastie au moins, jusqu'au premier règne de la 18e, il y a eu dans la Haute-Nubie un ou plusieurs royaumes couchites indépendants, c'est, je crois, incontestable. Que sous les 4 Thoutmosis, la plus importante partie de ces royaumes ne soit plus devenue qu'une province de l'empire des pharaons, c'est encore hors de doute. Mais à partir de la 22e dynastie, cette Éthiopie se détache de l'Égypte et forme à côté d'elle une sorte de Belgique parlant la même langue officielle, honorant les mêmes dieux, se servant de la même écriture et pratiquant les mêmes arts. C'est à cette seconde civilisation éthiopienne, si puissante que l'Égypte en était une simple province, qu'appartiennent les 5 stèles de Djebel Barkal. Il y a une des 5 stèles, celle de Pianchi Meri Amen, que Mariette n'aborde pas dans cet écrit car son étude a déjà été faite de manière brillante par un certain monsieur De Rouget. Je suis allé faire des petites recherches de mon côté et effectivement, il existe un document de 134 pages à travers lequel nous retrouvons l'analyse et l'explication de cette stèle qui, pour reprendre les termes de Mariette, est la première en termes de date, de longueur de texte, d'importance historique et géographique, ainsi que de beauté de gravure. Bien entendu, je vous mets dans la description le lien pour accéder à cette étude, vous verrez, c'est un document rarissime. D'ailleurs, je vous mettrai aussi en description les noms égyptiens des rois qui sont mentionnés dans cette vidéo, car Mariette donne leur nom grec. Et j'en profite aussi, ça n'a rien à voir, pour vous inviter à me rejoindre soit sur Facebook, soit sur Instagram, car j'y partage un contenu complémentaire de celui de la chaîne. Vous êtes déjà plus de 18 000 sur Facebook, donc pour les autres, ne soyez pas en reste. Mais il n'en est pas de même pour les 4 autres stèles que Mariette nous permet de découvrir et comprendre, en commençant par la première. La plus ancienne des 4 stèles est celle où on lit l'inscription du roi éthiopien Amen Meri Nout et son voyage depuis l'Éthiopie jusqu'à la conquête de l'Égypte. Ce roi était déjà connu grâce à une pierre employée dans la construction chrétienne du temple de Luxor et aujourd'hui conservée au musée de Berlin. On savait par conséquent déjà qu'il régna effectivement en Égypte. À l'époque de la domination éthiopienne, les songes jouèrent un grand rôle dans les affaires politiques du temps. Le roi Shabaka, par exemple, effrayé par un songe, se décida à quitter l'Égypte. C'est aussi sur des révélations obtenues dans un songe qu'Amen Meri Nout, celui qui nous intéresse aujourd'hui, deviendra roi. Lors de ce songe, il rêve de 2 serpents, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche.
Quand il se réveille, il ne les trouva plus. Il fallut alors qu'il prenne possession du pays du Nord, afin que les 2 diadèmes rayonnent sur sa tête et que le pays tout entier soit à lui. L'allusion est évidente. Les rois éthiopiens portent sur le front 2 uræus, symbole de leur prétention sur l'Égypte et l'Éthiopie. Les 2 serpents du songe n'apparaissent à Amen-Mérinouth que comme l'annonce de sa future élévation. Aussi, à la ligne suivante de la stèle, nous voyons que sa majesté monta sur le trône d'Horus. Aux songes qui ont impacté l'histoire de l'Égypte, nous avons aussi celui de Thoutmôsis IV, qui rêva de devoir désensabler le Sphinx afin de pouvoir accéder au trône d'Égypte en lieu et place de son frère héritier légitime. Par contre, nous ignorons dans quelles circonstances Thoutmôsis IV prend possession du trône après ce rêve et le célèbre désensablage. Après l'énumération des fondations pieuses établies en faveur du dieu de Napata, la stèle nous fait assister au départ du roi vers le nord. Il arrive ensuite à Éléphantine, c'est-à-dire à l'actuel Assouan. Il y fait une riche offrande à Shnoufis, nom grec du dieu égyptien Nouf, un des avatars d'Amon, représenté avec une tête de bouc ou de bélier, dieu de la fécondité et créateur du monde. Puis, arrivé à Thèbes, dans le temple d'Amon-Ra, c'est-à-dire le temple de Luxor, comme à Napata et à Éléphantine, il institue des panégyries avant de continuer sa marche vers le nord au travers d'une liesse populaire l'encourageant dans sa démarche à notamment restaurer les temples qui vont à leur ruine, établir les statues et leurs figures, ainsi qu'installer les divines offrandes aux dieux et déesses. La partie suivante du récit est remarquable, car on en apprend encore plus. À Thèbes, les populations sont d'abord hostiles, puis se soumettent rapidement sans heurts. On peut lire sur la stèle ce que leur cœur avait conçu en hostilité fut changé en joie. Toutefois, une fois arrivés dans le nord à Memphis, ils rencontrent une certaine résistance. Une bataille est livrée, et il est fait un grand carnage de, je cite, « ces fils de l'inimitié qui étaient venus pour combattre avec sa majesté ». Memphis est prise, sa majesté donna ordre de lui bâtir une salle hypostyle à neuf, car il n'en trouva pas de convenable d'aucune autre époque. Sa majesté la fit construire de pierres revêtues d'or, il la garnit de bois de cèdre et l'orna de pierres d'Arabie. Remarquons que jusqu'ici, aucun roi, autre que le prétendant lui-même, n'a été nommé. Cette omission est significative. Les habitudes des textes hiéroglyphiques sont telles que si Amen-Mérinouth s'était rencontré, soit en Éthiopie, soit en Égypte, avec un roi de l'une ou de l'autre de ces contrées, la stèle n'aurait pas manqué de nous le dire. La vraie position d'Amen-Mérinouth se dessine par là de plus en plus au moment où le trône est devenu vacant. Ce trône vacant, en même temps en Égypte et en Éthiopie, laisse supposer que le roi qui venait de mourir était souverain des 2 royaumes à la fois. Ce qu'Amen-Mérinouth revendique, ce n'est donc rien d'autre que l'héritage complet de celui auquel il aspire à succéder. Grâce à certains textes de l'auteur grec Diodore de Sicile, il semblerait que ce défunt roi ait été Taraka, un pharaon peu connu du grand public, mais sur lequel nous savons beaucoup de choses. Même avec la prise de Memphis, la guerre n'est pas terminée pour autant, et les fils de l'inimitié se sont réfugiés dans le nord. Le roi les poursuit, mais empêché par des circonstances que nous ignorons, il revient à Memphis. Les chefs de la Basse-Égypte lui offrent pain, liquide et dons de toutes sortes. En échange, le roi leur accorde, pour y demeurer comme des sujets, leur ville du nord. Désormais roi d'Égypte et d'Éthiopie, Amen-Mérinouth retourne à Napata chargé de trophées. Les circonstances particulières au milieu desquelles nous venons de voir Amen-Mérinouth intervenir donnent quelque poids à l'opinion qui ferait de ce prince un contemporain des dernières années de la 25e dynastie. Toujours grâce au recoupement fait avec les textes de Diodore, il semblerait que nous ayons là le récit des 2 premières de 17 années de troubles qui suivirent la mort de Taraka. Je me hâte d'ajouter cependant, nous dit Auguste Mariette, que si tentante que puisse être cette attribution, je me garde bien de la présenter comme définitive. Depuis quelque temps, en effet, les monuments nous ont donné tant de leçons qu'un premier mouvement nous conseille presque toujours le doute. La divergence des récits grecs sur cette période
nous montre que, là encore, des dissensions profondes ont agité l'Égypte. Quand nous lisons Diodore, Plutarque ou Hérodote, nous sommes autorisés à penser que l'époque de la campagne racontée par la stèle de Djebel Barkal sera donc, comme je le crois, celle de l'anarchie décrite par Diodore. Mais on voit par les considérations précédentes qu'elle peut presque aussi bien se rattacher à d'autres troubles. En somme, on peut se croire autorisé par ces considérations à proposer la fin de la 25e dynastie pour l'époque à laquelle remonte la stèle de Djebel Barkal, et si ces vues étaient admises, je diviserais de la manière suivante les règnes qui partagent cette famille royale et la suivante. En tête de la dynastie éthiopienne se place Sabakon, appelé Shabaka par Manéthon, suivi de Shabatoka, à qui succédera Taraka, puis Psaméticus Ier, environ 17 ans après la mort de Taraka. Voilà quel serait, à mon avis, poursuit Mariette, le rang chronologique que nous devons assigner au roi éthiopien dont la stèle de Djebel Barkal a raconté l'expédition. Si l'on m'objectait que la pierre de Luxor dont j'ai parlé porte la date de l'an 3 et que cette date semble révéler une conquête dont la durée est incompatible avec les 17 ans de l'anarchie, je répondrais que sans doute Amen-Méri-Nout n'obtint de succès durable que dans la région de Thèbes et que, selon toute vraisemblance, la Dodécarchie ne s'est étendue qu'aux provinces de l'Égypte septentrionale. La Dodécarchie, c'est le nom en fait donné par Hérodote au gouvernement de 12 rois qui auraient régné sur l'Égypte aux alentours des années -670-660, pendant 17 ou 18 ans de cette période anarchique. Donc si je résume, moi, pas Mariette, nous savons grâce à une pierre retrouvée à Luxor, qu'en l'an 3 d'une période de 17 années de troubles, en fin de 25e dynastie, Amen-Méri-Nout était déjà connu et venait de terminer sa conquête dont les résultats n'étaient francs que dans le sud, laissant l'Égypte septentrionale à ce gouvernement de 12 rois jusqu'à ce que Psaméticus Ier prenne le trône comme premier roi de la 26e dynastie. En définitive, l'inscription historique du roi Amen-Méri-Nout n'est en principe que l'histoire d'un changement de règne. Mais la double circonstance que l'Égypte et l'Éthiopie sont à la fois sans roi et que Memphis est livré à une sorte de coalition de chefs donne à ce récit un caractère particulier. Or, je le répète, et là c'est toujours Mariette qui parle, si l'on cherche à quelle époque peut le mieux s'adapter cet état de choses, on trouve qu'aucun temps ne conviendrait mieux que la fin de la 25e dynastie. Voilà pour cette première stèle, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez que je continue avec les 3 autres stèles, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. D'ici à ce que l'on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.